Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur You Midi. Veuillez vous installer confortablement devant votre média panafricain. Nous honorons bien sûr à la coutume avec l'information d'abord en langue anglaise et c'est avec vous Ndix. Good day. Good day, Alindu. Good day, audience of You Midi Africa. We debut today's edition of the news in West Africa when Nigeria is withdrawn a controversial bill that would have made voting compulsory following strong public and political backlash. The proposed law included fines and jail time for non-voters, but lawmakers now say they will pursue more inclusive and voluntary approaches to boost civic participation. Here is the recap of that story. In Nigeria, the House of Representatives have officially withdrawn a contentious bill that sought to make voting compulsory. The proposed legislation would have imposed penalties including fines of up to $63 or a 6-month jail term on eligible citizens who fail to vote. The bill sparked a swift and widespread backlash from both public and political stakeholders, with critics raising concerns over its constitutionality and practical enforcement. Speaking on the decision to withdraw the proposal, Speaker of the House Abbas Tajuddin emphasized the importance of public trust in the democratic process. He quoted, "Rather than compel participation, I am committed to exploring positive, incentive and innovative approaches that will make voting more attractive and accessible to all Nigerians." End of quote. The move is being seen as a step back from cohesive electoral reforms and a large chance to foster national dialogue on how best to improve civic participation. Analysts say the withdrawal opens a door for broader discussions on voter education, electoral transparency, and inclusive democratic practices in the West African country. On to strained relations between Uganda and Germany, Uganda, through its defense ministry, has suspended all military cooperation with Germany following allegations of Berlin's envoy to Kampala's involvement in subversive activities. The East African country's military spokesperson, Chris Magedzi, disclosed in a press statement on Monday. In a press statement dated 26 May 2025, Uganda's military spokesperson Chris Magedzi revealed that the country's military has severed all military cooperation with Germany after it accused Berlin's ambassador to Kampala of involvement in subversive activities. The Ugandan People's Defense Forces has, with immediate effect, suspended all ongoing defense and military cooperation activities with the Federal Republic of Germany, UPDF spokesperson confirmed. He added that the suspension will remain in force until the full resolution of the matter of the ambassador Matthias Shaiwa's involvement with hostile pseudo-political military forces operating in the country against the Ugandan government. According to reports, opposition politicians and supporters have been arrested in Uganda over reports that they are involved in subversive activities, noting that veteran opposition politician Kiza Bisingi is currently facing treason charges in court. In all decisions, security agencies have warned opposition politicians against causing chaos as the country prepares for general elections scheduled for early next year. Now back to West Africa, this time around to evoke democratic gains in Liberia. In a bold move to enhance government accountability, NEMOD has launched a new framework to independently track Liberia's arrest agenda, a 4-year national development plan. The new framework, unveiled on May 27, is aimed at transforming key sectors and delivering real results for citizens. Here is the rest of that story. Accountability and transparency are the pillars of every nation's development agenda. In a major step towards fostering democratic accountability and transparency, NEMOD Partners for Democratic Development has unveiled a groundbreaking framework to monitor the implementation of Liberia's National Development Plan, known as the Arrest Agenda for Inclusive Development. Spanning from 2025 to 2029, the Arrest Agenda lays out a transformative roadmap focused
on 6 strategic pillars and 378 development interventions covering sectors such as governance, infrastructure, health, education, economic growth and environmental sustainability. With 52 core programs under its belt, the agenda promises significant improvements in public service delivery and national prosperity. NEMO's newly launched monitoring and reporting system will independently track these interventions, offering citizens timely and credible updates. The framework will gather baseline data, assess policy implementation, and report on the performance of ministries, agencies, and state-owned enterprises. Results will be disseminated through digital dashboards, radio programs, public town halls, and performance reports. Speaking to the media on May 27, Eddie Jawalo, Executive Director of NEMO, emphasized that the initiative marks a shift from political rhetoric to evidence-based governance. This framework ensures that development is not just promised, it's tracked, measured, and delivered, he said. The tracking initiative forms part of NEMO's broader democratic advancement program aimed at strengthening the social contract between citizens and the leaders. It will feature mid-year and annual reviews to assess progress and recommend course corrections when needed. Calling for collaboration from civil society, the media, and government institutions, Jawalo noted Liberia's future hinges on a government that performs and citizens would demand results. This initiative is about ensuring that every Liberian sees the dividends of development. Nonetheless, this move builds on NEMO's earlier success, with President Meta expanding its role from campaign promise tracker to a watchdog for national development delivery. We now talk South Africa, where Elon Musk's Starlink is facing challenges in South Africa due to the country's regulatory requirements, specifically the 30% local ownership rule in the nation, which the company believes is a significant barrier to entry. Despite operating in over 20 other African countries, Starlink has withdrawn from regulatory hearings in South Africa, citing the rigid ownership structure as a major obstacle. The rest of that story has been done for us by Kutemaba. Elon Musk's enterprise is facing significant regulatory hurdles in South Africa due to the country's Black Economic Empowerment Bill laws, which require foreign companies to have at least 30% local ownership. Communication Minister Solly Malatsi said on Tuesday that Musk claims that Starlink is being blocked from operating in South Africa because of his race, but South African officials deny this, stating that Starlink has not applied for the necessary license. The enterprise needs to obtain network and service license from the Independent Communications Authority of South Africa, which mandate 30% ownership by historical disadvantaged groups. Communications Minister Solly Malatsi has suggested exploring equity equivalents like skills development, which could allow Starlink to comply without partnering with local businesses. Starlink launch in South Africa has been delayed due to regulatory challenges, while the service has already launched in multiple other African countries, including Zimbabwe, Zambia, Botswana, and Mozambique. South African officials have refuted Musk's claims of racial bias, emphasizing that the issue is regulatory compliance, not ethnicity. Despite the strained relations between Pretoria and Washington, the government remains committed to upholding bill laws aimed at promoting economic participation among the country's black majority. We now talk Zimbabwe with the launch of national ID systems, where experts from over 9 African countries, regional institutions, and the United Nations agencies convened in Zimbabwe's capital Harare to explore ways to integrate migrants, displaced persons, and border communities into the national ID systems. The workshop runs from May 26th to the 30th, 2025. The Economic Commission for Africa (ECA), in collaboration with the African Union Commission, the International Organization for Migration, and IGAD, organized a 5-day workshop in Harare, Zimbabwe's capital, to explore ways to integrate migrants, displaced persons, and border communities into national identity systems.
The workshop, which runs from May 26 to 30, saw the organizers introducing a new good legal identity toolkit to help countries strengthen inclusion and accountability. According to the ECA, hundreds of millions of people in Africa lack legal documentation, leaving migrants particularly vulnerable, noting that without any proof of identity, they face exclusion from education, healthcare, employment, and justice systems, rendering them invisible to the state and at risk of exploitation. To Christian Odiges, chief of the ECA's Social Policy Section, legal ID is perhaps the one SDG target 16.9 linked to nearly all others, forming the basis for their statistics. Many African countries now recognize the lack of legal ID not only as a governance gap but as a form of poverty, he said. The AUC migration governance expert Peter Mudungwe called for alignment between national civil registration efforts and continental frameworks safeguarding migrants' and stateless persons' rights. Legal identity is fundamental. Without it, migrants face systematic exclusion. For women, children, and stateless persons, this can mean a lifetime of invisibility, says Diana Cartier, IOM Chief of Mission in Zimbabwe. Participants are reviewing the Good Legal Identity Toolkit and sharing policy experiences from Kenya, Zimbabwe, Somalia, Rwanda, Uganda, South Sudan, and others. To culminate the first segment of this bilingual news, we take you to Sudan in the Horn of Africa, where devastating cholera outbreak has swept through Sudan, claiming 172 lives in just 1 week. The outbreak has highlighted the country's dire humanitarian situation, with poor healthcare infrastructure and limited access to clean water exacerbating the crisis. As the situation continues to deteriorate, teams and health officials are working to contain the outbreak and provide relief to the affected communities. Here is the rest of this health story. A devastating cholera outbreak has ravaged Sudan, resulting in about 172 deaths in just 1 week. Authorities said on Tuesday that the outbreak has spread rapidly across the country, highlighting the dire humanitarian situation and inadequate healthcare infrastructure. Multiple states in Sudan have reported cholera cases, with the most vulnerable populations bearing the brunt of the outbreak. Teams and health officials are working tirelessly to contain the outbreak, distributing cholera vaccines and provide relief to affected communities. The international community has expressed concern over the outbreak, with global health organizations and aid agencies mobilizing resources to support Sudan's response efforts. Collaborating efforts are crucial to containing the outbreak and mitigating its impact on vulnerable populations. Though the cholera outbreak in Sudan demands urgent attention and action as the situation continues to unfold, it is essential to prioritize the health and well-being of affected communities and work towards long-term solutions to address the root causes of this humanitarian crisis. Thank you immensely, Kute Maba. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of the first segment of this bilingual news. But like every other day, it continues in the French language. Bon après-midi for the plus. Thank you so much, Ndix. Mesdames et messieurs, alors qu'il est 10h à Moscou, 12h à Douala, nous démarrons le tour de l'actualité par la Guinée-Bissau. Sur invitation du président de la République, le général Umaro Sissoko Embalo, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, est arrivé à Bissau ce mardi 27 mai pour une visite d'État de 48 heures. Reçu avec les honneurs militaires à l'aéroport international Osvaldo Vieira, le chef de l'État tchadien a été chaleureusement accueilli par les autorités nationales, le corps diplomatique et les représentants des agences internationales. Au cours de la réunion de travail, les deux chefs d'État ont renforcé les liens de coopération initiés sous la direction du maréchal Idriss Déby Itno, père de l'actuel président. Les détails avec Vungene. Après le président Bassirou Diomaye Faye, place au maréchal Mahamat Idriss Déby Itno.
À l'image de la visite d'État du président sénégalais, c'est à l'invitation du président Umaro Sissoko Embalo que le président du Tchad effectue une visite à Bissau. La tradition étant érigée en règle, le président Mahamat Déby a droit à son tour à un accueil chaleureux, salué par la foule rassemblée le long de la grande avenue menant au palais présidentiel. Côte à côte, les présidents bissau-guinéens et tchadiens sont ovationnés le long des 8 km qui séparent l'aéroport du centre-ville. Cette réception officielle avec tous les honneurs du peuple bissau-guinéen depuis l'aéroport international Osvaldo Vieira marque le début d'un programme axé principalement sur le renforcement des liens diplomatiques, politiques et de coopération entre Bissau et N'Djamena dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires et économiques croissants. La visite du maréchal Mahamat Idriss Déby, qui intervient quelques heures après la célébration marquant la fin des 365 jours du retour à l'ordre constitutionnel, est une aubaine pour les deux pays, qui, grâce au leadership avéré des deux dirigeants, affichent une position commune face aux défis géopolitiques complexes, avec une attention particulière portée à la coordination des politiques communes dans les grandes institutions régionales, afin d'assurer une représentativité accrue des intérêts de leurs peuples respectifs. Comme un symbole, cette image où on voit les deux chefs d'État marcher, bâton de commandement à la main, illustre à suffire une forme de diplomatie de proximité. Le président Embalo ayant redoré l'image de son pays sur la scène africaine et internationale. Tous deux partisans d'un monde multipolaire, la visite d'État de 48 heures du maréchal Mahamat Idriss Déby à Bissau témoigne par ailleurs d'un besoin croissant des pays africains de bâtir des alliances solides et autonomes fondées sur le dialogue, loin des injonctions des puissances occidentales. C'est donc fort de ce constat que le président du Tchad se voit ici décerner la médaille Amilcar Cabral, la plus haute distinction de la République de Guinée-Bissau. Une reconnaissance pour le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, plus qu'un partenaire diplomatique crédible, un acteur majeur pour la paix sur le continent. Merci à Guinée. Et sur l'AES à présent, on prélude à la première conférence des ministres de la Justice de l'Alliance des États du Sahel. Les experts judiciaires de l'espace se sont réunis mardi à Bamako pour harmoniser les cadres juridiques nationaux et à renforcer la lutte contre les formes de criminalité transfrontalière. Fonoara pour plus de précisions. Dans un contexte régional particulièrement tendu et confronté à de graves menaces sécuritaires telles que le terrorisme, le trafic de drogue et la traite des êtres humains, les pays de l'AES voudraient se fixer une ligne commune pour gérer ces questions. À cet effet, Bamako abrite depuis mardi une réunion des experts judiciaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger, un prélude à la première conférence des ministres de la Justice de l'Alliance des États du Sahel. Les échanges portent sur la mise en place d'institutions judiciaires communes, la coopération en matière pénitentiaire ainsi que la professionnalisation des acteurs du secteur judiciaire. Après la signature du traité qui met l'accent sur 3 domaines de compétences délégués à la Confédération, à savoir la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement, il s'agit d'amorcer la phase de l'opérationnalisation avec l'adoption et la mise en œuvre progressive des mécanismes administratifs et juridiques qui impliquent au premier chef des départements ministériels dans l'objectif de dégager des cadres d'échange, de concertation et de coopération dans les différents domaines pour le développement de notre espace commun. C'est en cela que cette première réunion des ministres chargés de la justice revêt une importance capitale pour le secteur de la justice qui se doit d'être un des leviers majeurs pour la paix et la stabilité sociale dans notre espace commun, mais aussi pour le développement social et économique auquel aspirent les populations. À cet effet, la rencontre des experts de Bamako s'articule sur 5 principaux axes, à savoir l'uniformisation du droit de la Confédération AES, les modalités de création d'une cour commune de justice spécialisée dans les affaires du droit, du terrorisme, d'arbitrage et de médiation, les statuts et textes régissant les acteurs de la justice, la coopération judiciaire et pénitentiaire, l'étude des systèmes judiciaires et pénitentiaires des États de l'AES. Abordant les thématiques qui feront l'objet de nos échanges, je dirais que l'uniformisation du droit et les modalités de la création d'institutions judiciaires communes sont au cœur des réalités que vivent nos populations.
et les acteurs économiques qui aspirent à la paix et à la stabilité sociale à travers des mécanismes juridiques et judiciaires garantissant la lutte contre l'impunité, mais aussi la sécurité juridique et judiciaire indispensable au développement des activités économiques. Donc la première conférence des ministres de la Justice de l'AES se tient à Bamako, au Mali, les 29 et 30 mai 2025 et devrait permettre de formaliser les engagements pris lors de la réunion préparatoire. La rencontre qui ferme ses portes ce jour dans la capitale malienne sert de balise pour bâtir un socle juridique commun au pays de l'espace AES en vue de renforcer à la fois leur souveraineté et leur sécurité dans une région en proie au terrorisme et au djihadisme. Merci à vous, Fon Noira. Et du côté de la Côte d'Ivoire, les 60e assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement, en abrégé BAD, se sont ouvertes ce lundi 26 mai à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sous le thème « Tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement ». Ce rassemblement devrait consacrer l'élection d'un nouveau président à la tête de la BAD afin de succéder à Akinwumi Adesina, le président sortant de l'institution dont le deuxième mandat arrive à son terme le 31 août prochain. J-Foto pour les détails. Les assemblées annuelles 2025 du groupe de la Banque africaine de développement, les plus importantes de cette institution financière, ont débuté ce 26 mai 2025 à Abidjan, Côte d'Ivoire, avec pour point d'orgue l'élection du successeur d'Akinwumi Adesina, le président sortant de l'institution dont le deuxième mandat arrive à son terme le 31 août prochain. L'élection en question est prévue le 29 mai prochain avec 5 candidats en lice, notamment Samuel Mounzele Maimbo de la Zambie, Amadou Hott du Sénégal, le Sud-Africain Badjaboulile Zouazi Tchabalala, le Mauritanien Sidi Oultat et le Tchadien Mahamat Abastoli. Lors d'une rencontre avec les médias, Akinwumi Adesina, le président du groupe de la BAD, a rappelé que ces assemblées annuelles de son institution seront marquées par l'élection d'un nouveau président. À la fin de la semaine, les actionnaires de la banque éliront un nouveau président du groupe de la BAD. Il marque un moment de renouvellement, de transition et d'ambition continue. La boussole de la banque est stable et son engagement envers le développement de l'Afrique est inébranlable. Élu en 2015 et reconduit en 2020, Adesina a rappelé les principales avancées enregistrées sous sa présidence. Selon lui, le capital de la BAD est passé de 93 à 318 milliards de dollars en 10 ans, soit une hausse de 242%. Le Fonds africain de développement, bras concessionnel du groupe, a connu sa reconstitution la plus importante avec 8,9 milliards de dollars levés lors de son 16e cycle. Il a également mis en avant les innovations financières de la banque, saluées comme inédites dans le paysage des institutions multilatérales telles que les titrisations synthétiques ou encore les instruments hybrides de capital. Akinwumi Adesina a également lancé un appel à ne pas se limiter au rôle de simple observateur, mais à devenir des amplificateurs de la voix de l'Afrique, soulignant l'importance de façonner le récit africain dans un monde en mutation. Plus de 5000 participants sont attendus à Abidjan, dont des chefs d'État et de gouvernement, des ministres des Finances, des gouverneurs de banques centrales ainsi que des représentants du secteur privé. Merci à vous, J-Foto. Et toujours sur le sujet de la BAD, à l'heure où l'Afrique affronte des bouleversements majeurs dans le financement du développement, 5 candidats briguent la présidence de la Banque africaine de développement. Le scrutin prévu pour le 29 mai à Abidjan, comme nous le disions tout à l'heure, s'annonce stratégique. Il désignera celui ou celle qui devra redéfinir le rôle de la BAD dans un monde en pleine mutation. Dans cet élément, nous vous proposons les 5 candidats en lice. 5 candidats sont en lice pour devenir président dans la Banque africaine de développement ce jeudi 29 mai lors de l'assemblée annuelle de l'institution à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais qui sont-ils et quels sont leurs principaux objectifs? Badjaboulile Zouazi Tchabalala est banquière. Elle a 30 ans d'expérience et était jusqu'en octobre dernier vice-présidente principale de la Banque africaine de développement. Cette Sud-Africaine, seule femme candidate, prévoit de transformer la banque si elle en prend la direction. Mes priorités consistent vraiment à combler le déficit d'infrastructures persistant du continent, car je ne crois pas que le développement durable du continent soit possible sans accorder une attention particulière aux investissements dans les infrastructures régionales transformationnelles sur le continent pour que nous puissions catalyser une croissance durable. C'est ma première priorité. Ma deuxième priorité concerne le secteur privé, plus précisément
le soutien au secteur privé par la mise en place d'un environnement propice à leur développement. Ma troisième priorité consiste à renforcer et à améliorer la banque. Amadou Hott, ancien ministre sénégalais de l'économie, a des décennies d'expérience dans le secteur bancaire. Il souhaite que la Banque africaine de développement se concentre sur l'autonomie financière de l'Afrique en conservant des projets visant à maintenir l'argent privé sur le continent. J'imagine une Afrique plus intégrée et plus autonome qui atteint son plein potentiel. Je veux une Afrique résiliente au changement climatique, où la prospérité soit partagée entre tous ses citoyens. Je voudrais une Afrique où une formation de haute qualité soit accessible à tous les jeunes, et en particulier aux jeunes filles. J'ai grandi dans une banlieue pauvre de Dakar et j'ai eu du mal à accéder à l'enseignement. Samuel Munzele Maimbo est l'ancien vice-président zambien pour le budget de la Banque mondiale. En tant que président, il lancerait des travaux visant à agréger les données et à simplifier les réglementations pour permettre aux 54 pays africains de commercer et de se financer les uns les autres. Ma priorité numéro 1 est de veiller à ce que le continent progresse rapidement et à grande échelle. Ma deuxième priorité est de faire en sorte que les gouvernements bénéficient du soutien nécessaire pour affronter un monde incertain et les défis globaux qu'ils doivent relever afin de financer le développement auquel ils aspirent. Enfin, ma troisième priorité est de garantir que la Banque africaine de développement soit gérée comme une institution de tout premier plan, capable d'offrir aux gouvernements les services et l'appui dont ils ont besoin pour faire avancer notre continent aussi vite que possible. Le Mauritanien, Sidi Ould est l'ancien ministre des Finances et conseiller présidentiel qui a dirigé la Banque arabe pour le développement économique en Afrique au cours de la décennie précédente. Le dernier candidat est le Tchadien Abbas Mahamad Toli. Il a occupé des postes financiers de premier plan de toute l'Afrique centrale, notamment en tant que ministre des Finances du Tchad. Il met l'accent sur l'autosuffisance et souhaite renforcer la gouvernance afin de réduire les dépenses non transparentes sur le continent. Mais quel que soit le niveau du président élu de la Banque africaine de développement, il devra relever les défis majeurs, à un moment où le continent est confronté à des réductions de financement de 555 millions de dollars de la part du gouvernement américain. Nos remerciements à nos correspondants, mesdames, messieurs. C'est ici que s'achève cette édition de For You Midi. C'est toujours un plaisir de vous conter l'actualité internationale et africaine. À très vite pour les prochaines éditions sur votre chaîne d'information en continu. Indeed, information continues over your Pan-African channel For You Media Africa. Thank you for watching. Do have a beautiful day in company of our numerous programs.